Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci de choisir BF1. C'est avec plaisir et joie que l'on vous retrouve pour votre émission Vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est tous les mardis, 21h le direct, les jeudis, 22h la rediffusion. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Nous sommes aussi sur la TNT, également sur le canal 251. On vous dit merci pour la fidélité. Je suis Alice pour vous servir. Avec moi ce soir, Madame Sinka Karidia, elle est psychologue, conseillère conjugale. On dit bonsoir à notre invitée. Madame Sinka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Tout à fait, avec beaucoup de bonheur de partager aussi ce qu'on a appris avec les autres. D'accord. Merci, Madame Sinka. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, comme vous le savez déjà, Vivre ensemble, c'est toujours avec un thème. Et le thème choisi pour vous ce soir, c'est la confiance professionnelle. Si vous êtes bien installé chez vous, eh bien, c'est parti pour l'émission. Alors, Madame Sinka, Oui, ce soir, nous allons parler de la confiance professionnelle. c'est ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par confiance? Il faut dire que la confiance en elle-même est une attitude dans laquelle on prend une décision de donner quitus à une personne, à un individu, à un groupe, pour une expérience qui soit à la fois plaisante, mais aussi qui produise des résultats. Donc, la confiance permet en tout cas d'entamer une relation et de pouvoir s'enrichir mutuellement. D'accord. Et quand on parle de confiance professionnelle? Oui. Dans la confiance professionnelle, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui s'établit sur la base d'un contrat de travail, mais aussi le contrat de travail est assorti bien sûr du statut de l'entreprise et aussi de règlements intérieurs qui un peu organisent les relations professionnelles. Donc, dans toute profession, nous savons qu'il y a beaucoup de corps de métier. Quand on regarde, il y a ceux qui sont dans le métier du feu, comme les militaires qui combattent au front, à qui nous faisons un petit coucou. Il y a également ceux qui sont dans tout ce qui est appareillage et transmission par le son, qui travaillent avec l'air et la direction de l'air, et des fois aussi les marées et les airs font que ça peut brouiller les énergies qui sont transmises à ce niveau. Il y a ceux qui travaillent avec de l'eau. Oui, parce qu'il y a des gens qui font des barrages, qui font en sorte que nous ayons assez d'eau et des retenues d'eau. Et il y a les agriculteurs qui travaillent la terre avec tous ces contenus de microclimat, de micro-végétation et même de micro-animaux qui aident le sol à se restaurer et à vivre. Donc, tout cela fait partie des différents corps de métier et c'est très important justement de comprendre la complémentarité des corps de métier et le respect mutuel qui doit exister entre les expertises des uns et des autres qui apportent tous l'équilibre aux humains et leur capacité en tout cas de se nourrir et de mener des activités qui soient des activités fructueuses et édifiantes. Et quand tout cela est bien fait, nous avons la confiance de la population, la confiance des supérieurs hiérarchiques et le travail se passe très bien. Dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, Madame Sinka, concernant le travail, quel genre de relation doit être établie entre collaborateurs, c'est-à-dire entre collègues, et aussi la relation entre employés et le boss, entre griffes, le responsable. Le responsable ou le patron. Oui, avant d'aller sur ces questions qui sont très importantes d'ailleurs, les questions relationnelles, essayons d'abord de voir ce que c'est que le travail. Le travail, c'est en fait une production. C'est-à-dire que chaque individu dispose de connaissances pour produire quelque chose dans le cadre d'une ligne de travail ou une chaîne de travail. Donc, lorsque nous travaillons, nous avons le devoir d'avoir des résultats pour mériter notre salaire qu'on nous donne. Donc, le travail demande en fait un échange de notre qualité professionnelle contre des ressources matérielles et financières, mais aussi il y a des conditions relationnelles dont on va parler tout à l'heure. En dehors de cela, il ne s'agit pas seulement d'avoir du travail et de faire du travail tous les jours. Les gens qui réfléchissent sur le travail arrivent à professionnaliser les métiers. De telle sorte que
Un maçon n'est pas la même chose que quelqu'un qui est un architecte, qui réfléchit au plan général et à la faisabilité technique que le maçon va apporter à une étape. Donc, réfléchir sur les professions amène justement à professionnaliser, à faire en sorte qu'on monte un peu dans la réflexion pour pouvoir effectivement trouver les mécanismes qui font que ça fonctionne sur le long terme. En dehors du professionnalisme, nous avons un comportement qui existe souvent chez les patrons qui sont perfectionnistes. C'est-à-dire que ces personnes souhaitent que chaque agent déploie leur performance et potentiel maximum en faveur justement de l'avancée du travail et des résultats probants qu'on attend. Donc, à ce niveau des relations, on voit que la relation entre les collègues, entre eux, c'est des relations de respect mutuel, c'est des responsabilités à respecter. C'est-à-dire, quand on prend l'engagement d'occuper un poste, on respecte chaque jour les actes professionnels qui rentrent en cadre de ce travail. Pour prendre un exemple tout simple, il y a des fiches de poste de travail. Donc, quand on entre dans une profession et qu'il n'y a pas de fiche de poste de travail, on a du mal à décoller. Donc, cette confiance, pour qu'elle vienne, ça n'a pas été paramétré peut-être par les patrons, mais eux, ils ont besoin d'apprendre à mieux manager, à mieux prévoir, à mieux mettre en place des outils techniques qui permettent d'aller rapidement vers les résultats. Mais pour les patrons qui n'ont pas paramétré cela, est-ce qu'ils trouvent ça inutile Non, ou bien ça en général, lorsqu'ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui en parle et qui souhaite, en général, la personne propose, puisque dans le travail, c'est vraiment une complémentarité. Ça, comme je l'ai dit au début, les gens s'entraident, les gens aiment leur travail, les gens sont contents de fournir de l'effort pour pouvoir être fiers d'avoir un salaire. Donc, cela amène effectivement les collègues à s'entendre, à se respecter et à conduire le travail de sorte à ce qu'on ait une certaine rapidité dans l'exécution des tâches, dans le traitement des dossiers et bien sûr, si c'est des tâches techniques, il faut que la personne ait une connaissance industrieuse de son travail pour pouvoir mécaniquement l'appliquer. D'accord. Donc, en ce qui concerne maintenant les patrons, il faut un management de qualité. Il faut arriver en fait à organiser les ressources humaines de telle sorte que le respect mutuel s'instaure, de telle sorte que chacun développe la mentalité qui sied lorsque effectivement on est en milieu de travail et qu'on privilégie cela au profit justement de l'avancée du travail. Donc les relations sont de respect mutuel. Avec le patron, il faut écouter, il faut savoir se taire, il faut observer les règles et il faut bien sûr appliquer en action ce que le patron souhaite et si possible se plier en quatre pour le patron pour lui permettre en réalité de trouver en vous une ressource humaine vraiment incontournable pour l'avancée de son travail. D'accord, mais quand le respect mutuel n'est pas instauré d'employé à l'employeur, est-ce que c'est parce qu'on a sauté certaines étapes? Non, il y a plusieurs choses dans l'humain. Comme nous avons l'opportunité de parler de l'humain, sur le plan de la mentalité, si la personne n'a pas appris à se préparer à respecter les autres, donc la personne sera souvent sur la défensive. Donc le respect mutuel va un peu pécher à ce niveau. Si le manager n'a pas compris la complémentarité dans le travail et que le manager estime que les gens qu'il emploie, c'est lui qui est gentil parce qu'il fait du social, il donne des boulots à des gens, il leur donne des salaires, il n'évalue pas la contrepartie essentielle qui est leur travail, leur production, qui permet justement d'engranger des ressources. Donc si cette complémentarité est mal comprise, souvent il y a des couacs dans le management des ressources humaines, mais c'est des choses qu'on peut facilement corriger puisque le principe de base est acquis que le travail existe et que les agents ont besoin de leur travail et que le patron a besoin aussi des agents pour que ces agents travaillent pour lui. Donc cette complémentarité est nécessaire pour que lui puisse réfléchir
pour faire avancer les choses. Et si lui-même, il est dans le volet commercial, pour faire que ça puisse se vendre, que les prestations puissent être vendues et achetées. Et donc, il y a du travail à faire à ce niveau. Et on peut améliorer déjà les acquis. D'accord. En tout cas, le respect mutuel ressort beaucoup et c'est très important de l'appliquer. Alors, Madame Sinka, est-ce que la confiance en elle-même est très importante au travail? Parce que certains diront que je ne suis pas là pour faire confiance à quelqu'un, ni à un collègue, ni à mon boss. Je suis juste là pour travailler. On me paye pour mon travail. C'est vrai. Oui, c'est des questions réelles qui sont vécues sur le terrain professionnel du travail. Effectivement, faire confiance à soi et faire confiance aux autres est très important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est un problème, en fait, qui demande une réflexion pour qu'on puisse agir. C'est-à-dire qu'au niveau philosophique, le questionnement sur la confiance nous amène à voir comment nous aimer nous-mêmes. Parce que si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas s'aimer soi-même. Ça veut dire que la personne qui ne se connaît pas et qui ne s'aime pas n'a pas pris l'habitude de réfléchir sur elle-même et ses acquis et aussi ses faiblesses, parce que tout le monde en a. Et maintenant, corriger ses faiblesses, améliorer en fait ses acquis et corriger ses faiblesses pour devenir une bonne personne de pointe dans le travail. Donc ici, il y a ce qu'on acquiert comme valeur humaine et morale d'éducation de base qui va prédisposer la personne à cette endurance-là, à cette capacité de s'exercer, de s'exercer, de s'exercer jusqu'à la maîtrise totale de son travail et même à pouvoir se surpasser. Mais ça demande d'avoir un mental fort, d'avoir un cœur aimant et d'aider tant que c'est possible les autres aussi dans le travail. Donc cela est très important et se faire confiance et faire confiance aux autres, c'est essentiel pour que nous puissions avancer ensemble. Donc ça veut dire que quand on est très individualiste dans un service, on ne se fait pas du bien, on se fait plutôt du tort. Oui, en fait, être individualiste, ce n'est pas seulement ça le souci. Le souci, c'est d'abord qu'est-ce que je fais dans le travail. Par exemple, lorsqu'on travaille avec des personnes qui sont chargées de compter les finances et de programmer les dépenses, de faire des budgets, ces personnes doivent avoir beaucoup de moments de calme et de tranquillité pour leur travail de planification. Mais si tout le monde veut bavarder avec eux parce que bon, on est conciliant, on est sociable, on veut causer, avec ces gens, ce n'est pas possible. Il vaut mieux leur permettre de travailler dans le silence, d'organiser les choses, de planifier bien les choses et de pouvoir conquérir véritablement des bons résultats probants. Maintenant, s'il y a des commerciaux ou bien des personnes de relations, que ce soit les réceptionnistes ou les personnes qui font la relation avec les clients qui sont à l'extérieur, il y a lieu justement que ces personnes comprennent bien leurs produits, comprennent bien le prix, comprennent bien où est-ce qu'on peut dire aux gens, voilà où on nous trouve. Voilà où on nous trouve pour acheter nos prestations et bien sûr faire de la publicité. Et aujourd'hui, je pense que la publicité a pris un envol avec les réseaux sociaux qui permettent aux gens de distribuer chaque jour des flyers sur leurs différents produits. Donc, selon les différents types de postes de travail, il y aura des attitudes et des comportements adaptés aux différents types de travail. Je vais prendre un exemple. J'avais un patron. Et puis bon, dès qu'il arrive, je suis contente, je veux travailler avec lui, je lui apporte des dossiers. Un jour, il m'a dit, écoute, je préfère que chaque fois que tu me vois arriver, que tu attendes 5 minutes. Le temps que je respire, le temps que je m'installe, que je me retrouve, que je pense à mes dossiers et tout ça, et que maintenant tu puisses venir 5 minutes après. Comme ça, on organise la journée de travail en faisant une répartition claire des tâches et toi, tu pourras dire aux autres aussi de faire ci. Parce que mais l'enthousiasme était dû à quoi? C'est parce que je suis très motivée des fois et que moi, je suis déjà prête avec des dossiers clarifiés. Mais l'avantage justement de ce type
de personnalité, c'est qu'il y a une organisation interne qu'on ne voit pas à l'extérieur. Quelqu'un peut être bien organisé interne, mais on ne voit pas ça à l'extérieur. Alors que, bon, moi, je faisais mon organisation avec les petits sticks collants. D'accord. Donc, je n'oublie rien. Donc, j'écris ce qu'il faut. Et puis, je mets sur mon ordinateur. Mais ça, c'est un exemple juste pour dire que c'est possible, en fait, de ne pas stresser le patron, de lui permettre d'exister à vos côtés et de lui permettre aussi de s'épanouir à vos côtés, même si c'est lui qui est celui qui prend les meilleures décisions, vu justement vos différentes idées. Lui, il arrive à trancher et à trouver vraiment, avec l'expérience qu'il a, le meilleur pour que nous puissions tous avancer. D'accord. Merci beaucoup, Madame Sinka, pour l'astuce. Oui. Alors, comment être digne de confiance au travail? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on indexe au service, de telle sorte que quand on vient d'arriver, on te dit, écoute, telle personne, c'est une personne digne de confiance. Tu peux tout lui confier, n'aie pas peur. Alors, comment être cette personne-là? En réalité, lorsqu'on est effectivement une personne et qu'on se connaît, comme je l'ai dit, qu'on connaît ses qualités professionnelles, qu'on connaît aussi ce qui nous reste comme défi à conquérir pour nous améliorer, on est dans un élan d'apporter. Maintenant, pour être digne de confiance, il faut respecter sa parole donnée. Lorsqu'on respecte sa parole donnée dans le travail, au quotidien, les gens vous suivent, les gens disent, mais tiens, tu as dit ça et tu l'as fait. Effectivement. Et chaque fois, tu dis ça et tu le fais. Effectivement. Donc, ça crée une relation de confiance. Et cette relation de confiance se renforce avec les habitudes. Les personnes qui sont dans cet élan arrivent à faire en sorte qu'ils soient leaders et les autres s'identifient à eux pour prendre les bons mécanismes et les bonnes habitudes, juste en suivant son élan. Mais c'est un travail, en fait, qui peut être fait lorsque les autres, par exemple, qui pensent qu'ils n'ont pas suffisamment acquis de confiance en eux-mêmes, peuvent venir demander à la personne, mais ça se passe after work, pour qu'il y ait une sorte de renforcement de compétences, une sorte d'échange fructueux pour partager les acquis et permettre à chacun d'être vraiment à la hauteur. Et si possible, aider les gens à avoir le développement personnel, avoir le leadership qu'il faut pour pouvoir être efficaces dans les missions qui leur sont confiées au quotidien. Une autre manière de faire et qui est supplémentaire à ce que nous venons de dire, c'est l'évaluation. D'accord. Alors, on se rend compte que dans certains services publics, il n'y a pas d'évaluation au quotidien. C'est-à-dire que dans le privé, il y a plus de stress, je veux dire. Au public, les gens ne sont pas tenus à rendre compte de leur travail journalier. Alors que dans le privé, il y a le point quotidien des activités. Il y a une organisation qui fait qu'on planifie en semaine, en début de semaine, lundi par là, et puis le soir du vendredi, on évalue et on programme encore la semaine prochaine. Surtout quand on travaille, par exemple, dans les médias, cette prévision et cette programmation est très nécessaire. Ce n'est pas des lieux où on part raconter sa vie ou raconter tout ce qu'on veut. Ce sont les principes du Conseil supérieur de la communication qui vont permettre de paramétrer justement ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas en matière de médias. Et donc, toutes ces manières de faire sont consignées, comme je l'ai dit, dans les fiches de poste de travail, mais aussi dans les fiches quotidiennes d'activité. Donc, pour les services qui mettent en place tous ces plannings-là de travail et tout, sont plus efficaces et de qualité que les services qui Oui, puisque même si vous débarquez dès aujourd'hui, quand vous faites le briefing, voilà le travail qui se fait à votre poste toute l'année. Voilà les fiches de travail de chaque jour. Chaque jour, vous devez pouvoir faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Et donc, on est bien briefé, on est bien préparé pour assumer le rôle. Et au fur et à mesure, on se fait aider, peut-être par sa hiérarchie proche. Et aussi, on apprend
à exercer en tout cas ses responsabilités professionnelles. Mais alors, Madame Sinka, par rapport à ce planning de travail-là, est-ce que certains employés n'ont pas peur de se faire évaluer, par exemple, chaque semaine? Ils se disent peut-être que c'est un manque de confiance de la part des supérieurs pour voir si le travail est bien fait ou pas. Oui, en général, le travail s'organise, hein, et lorsque on se fait évaluer, ça nous permet en fait de ne pas avoir peur. Ça nous permet de prendre conscience justement de la qualité de notre travail qui souvent explique clairement pourquoi nous sommes là et ensuite de voir les faiblesses. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Donc, d'évaluer les faiblesses et de donner des conseils. En général, on est bien briefé sur quelle attitude prendre face à une difficulté qu'on n'avait pas pu justement avoir dépassé lorsque nous étions dans le feu de l'action du travail. Donc s'arrêter pour évaluer, ça permet de respirer dans le travail et ça permet aussi d'avoir de nouvelles belles idées de la part des patrons comme aussi de la part des collègues. Donc les périodes d'évaluation sont de très bonnes périodes d'évaluation et ça permet justement de donner des conseils. Il va falloir donc faire beaucoup d'efforts à ton niveau. Il va falloir que tu sois plus ponctuel. Il va falloir que tu sois plus organisé parce que tel ou tel résultat qu'on avait donné pour le début de la semaine, on ne l'a pas eu. Qu'à cela ne tienne, réorganise-toi, concentre-toi et puis on pourra continuer à engranger des bons résultats. D'accord. Mais pour ces évaluations-là, quand il y a des petits couacs, il y a des remontrances de la part des supérieurs hiérarchiques, il y a même souvent des lettres d'explication et tout. Oui. Est-ce que les supérieurs doivent être souples ou bien c'est une manière de faire peur pour avoir de la qualité? Non, ce n'est même pas pour faire peur. Lorsqu'on explique quelque chose, on est beaucoup plus à l'aise. Dans la relation humaine simple, imaginez s'il y a eu quelque chose qui ne vous a pas plu et puis vous n'avez pas expliqué à la personne « Ah, moi, ça ne m'a pas plu. Ah non, ah bon, je n'ai pas compris. En fait, c'est comme ça que moi j'ai pensé. » L'autre va dire « Ah, donc tu as pensé d'un côté où moi je n'ai pas pensé de ce côté. » Donc, en confrontant les pensées qui s'opposent, on finit par faire éclore de plus belles pensées et une manière de faire qui nous réconforte les uns les autres. Et c'est souvent un problème de manque de confiance en soi qui amène la peur de l'évaluation. Sinon, dans les services, il y a un contrôle interne et il y a un contrôle externe. D'accord. Qu'on appelle l'audit, qui permet maintenant de savoir effectivement si les choses et la gestion ont été réalisées avec l'ensemble des ressources humaines en ayant des résultats probants ou s'il y a eu des défaillances, retrouver ces défaillances. Si c'est des questions humaines, on peut sanctionner, mais les sanctions ne sont pas les premières choses qui sont appliquées. Il y a plusieurs processus avant la sanction. D'accord. Voilà. Donc, on ne doit pas avoir peur d'être évalué. Au contraire, on doit communiquer et établir une très belle relation. D'accord. Et parlant de cette manque de confiance en soi, alors, Madame Sinka, comment avoir cette confiance en soi sur le plan professionnel? Parce que on a des collègues souvent qui ont peur de faire des propositions, des suggestions et qui se disent ben, si je fais telle proposition, on va dire que c'est encore toi, tu es compliqué, voilà. Ou bien on a peur de prendre des décisions, et voilà, et se confronter à un mur et tout. Donc on n'a pas confiance. Donc comment faire naître cette confiance en soi sur le plan professionnel? Il faut peut-être repartir sur la base même du travail. Beaucoup d'entreprises arrivent à recruter des gens sans passer en revue leur CV, sans passer en revue leur moralité et sans passer en revue véritablement si la personne maîtrise au pain fin le travail qu'on veut lui attribuer. Donc, le recrutement à la base prédispose en fait à la confiance au travail. Et le premier briefing, c'est le briefing par rapport, bien sûr, au statut de l'entreprise, le briefing par rapport au règlement intérieur de l'entreprise qui permet d'asseoir les bases de dispositions légales, mais aussi qui permettent à la personne de légitimer cela dans son cœur pour pouvoir s'harmoniser et appliquer. Donc, toutes ces mesures permettent de revenir à la case départ, de passer en revue effectivement les caractéristiques personnelles et professionnelles que la personne a, de passer en revue son expérience, mais aussi et surtout
de l'encourager si c'est une personne qui baisse de temps en temps les bras à cause peut-être des problèmes de la vie familiale ou de la vie sociale. Souvent, on n'a pas de mari, on a peut-être des difficultés en couple. Ça rejaillit sur le comportement professionnel. Il arrive que dans certains cas, une femme qui a par exemple ses menstrues se retrouve un peu nerveuse, un peu sensible à ce moment précis. Dans le travail, on peut sentir un peu de rejet dans les relations de travail, mais c'est juste temporaire. Et si on y pense, on peut effectivement tolérer et puis laisser la part belle à la personne pour qu'elle se ressaisisse pour avancer. Est-ce à dire que quand on a un manque de confiance en soi sur le plan de la vie conjugale, cela peut réagir sur le plan professionnel? Absolument. Absolument. Il y a une réaction qu'on appelle les mécanismes de défense en l'être humain. Lorsqu'on a eu une déception de l'autre côté, on a envie de s'affirmer plus encore de l'autre côté. Et en voulant s'affirmer un peu trop, il arrive que la nervosité prenne le dessus sur la qualité de la paix qu'on doit garder et la diligence qu'on doit conduire dans le cadre du travail. Mais tout cela demande en fait au manager d'être attentif à l'agent. Lorsqu'on regarde quelqu'un, on peut détecter si la personne est bien dans sa peau. Mais est-ce que les managers ont ce temps-là? Parce que si on a plus de 300 employés, est-ce qu'on a le temps de regarder le visage de chacun et puis déceler les tristesses et tout? Non, en réalité, les gens travaillent en équipe, en des groupes restreints. Ce sont ces groupes restreints et ces équipes-là qui doivent se motiver, ou en tout cas, leur leader doit être en mesure de motiver son équipe. D'accord, là on ne parle pas du boss des boss, on parle de ton supérieur direct. Oui, et le supérieur direct doit être en mesure de te regarder lorsque tu le salues. Quand la poignée de main est ferme, ça veut dire que la personne est en pleine forme et engagée pour le travail. Ça, c'est déjà des petites astuces qu'on voit. Il y en a qui saluent, on dirait qu'ils n'ont pas d'os dans la main. Et souvent, quand on regarde, il faut bien attraper la main de la personne et avoir un regard franc. Parce que les gens qui n'ont pas confiance en eux n'ont pas un regard franc. Et donc, tout cela s'apprend. Et tout cela aussi, on peut venir se faire accompagner psychologiquement pour avoir cette force intérieure. Mais et un supérieur qui a ce temps-là de regarder son employé et de dire que aujourd'hui, je sens que ça ne va pas chez toi, qu'est-ce qui ne va pas? Si tu veux en parler, je suis là, je t'accorde 5 minutes. Là, c'est un bon supérieur. C'est un supérieur, en fait, qui est attentif à la question humaine. Il n'est pas là seulement pour son argent. C'est vrai que l'argent, c'est utile, mais effectivement, il est là aussi pour l'humain qui est là, qui produit cette richesse extérieure. Donc, il est attentif à l'humain, mais bon, si ça devient une habitude, c'est préférable donc d'envoyer la personne chez des spécialistes qui puissent l'accompagner de manière un peu plus longue, avec des exercices pratiques à faire, avec une transformation tranquille à faire, avec le temps, et la personne s'améliore. Mais est-ce qu'il est bon de se confier, tant que le supérieur ne demande pas, est-ce qu'il est bien de se confier à son supérieur hiérarchique par rapport à ses problèmes familiaux, personnels? Est-ce que cela est faisable? Oui, en général, peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que les patrons entendent du tout. Les grands patrons, en général, les gens timides, en général, se confient à leur patron dans l'espoir qu'il puisse les sauver. Il devient comme un sauveur dans leurs relations. Donc, si c'est quelqu'un qui est assez sensible à la question humaine, il comprendra que la personne a besoin d'abord d'un type de management directionnel, parce qu'en ce moment, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux guider clairement et diriger, de sorte à ce que la personne se retrouve et travaille vite. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a un poste de responsabilité de décideur, puisqu'il y a aussi des indemnités de suggestion, c'est important que ces personnes qui sont des personnalités cadres dans l'entreprise donnent de bonnes suggestions, de telle sorte que les ressources humaines puissent fonctionner correctement et qu'on puisse huiler l'endroit où le maillon qui n'arrive pas effectivement à prendre la roue en marche. Je pose cette question, Mme Sika, parce que je prends l'exemple d'une dame qui a des soucis dans son foyer avec son homme et tout, et qui prend le courage d'expliquer cela à son supérieur hiérarchique.
C'est vrai, il va écouter ou bien elle va écouter et te donner des conseils et tout. Mais est-ce que quand tu vas tourner le dos, est-ce qu'il ne va pas se dire « Ah, est-ce que je peux faire confiance à cette dame-là? Est-ce qu'elle ne va pas mélanger ses soucis avec son mari, et avec le travail? Est-ce que je dois continuer avec cette personne et tout ?» Donc, ce qui fait qu'on a souvent peur de se confier. Oui, en fait, se confier en fait, à la bonne personne s'apprend. Il y a des gens qui ont des réactions épidermiques. Dès qu'elles ont un souci, ils se confient à la première personne qui est juste à côté. Donc, la personne a juste besoin en fait, de soutien moral. Donc, si on comprend ça, on le soutient moralement et on lui explique comment il faut dépasser ces choses-là en quelques 5 minutes. Mais si c'est des problèmes profonds qui méritent de longues réflexions, il vaut mieux aller chez le spécialiste et lui dire, bon, écoute, travaille d'abord aujourd'hui. D'ici le soir, je t'enverrai voir un spécialiste qui va te donner de très bons conseils conjugaux pour que tu puisses te retrouver et prendre vraiment les choses en main pour avancer parce que au niveau travail, souvent, c'est pas là-bas qu'on gère les sentiments. Les sentiments sont gérés à la maison. Mais s'il y a des spécialistes qui peuvent vous conseiller pour mieux gérer vos émotions et pour mieux prendre votre vie en main, ben, vous êtes plus efficace au niveau service. Ou si vous avez des amis très sympathiques, vous aurez le soutien moral. Vous pouvez pleurer dans leurs bras, ils vont vous conseiller, vous consoler. Et puis après, vous êtes efficace le lendemain au boulot. L'essentiel, c'est d'avoir des gens au moment précis où on souffre. D'accord. Alors, Madame Sinka, dans un service, les statuts diffèrent. Quand je dis que les statuts diffèrent, c'est par exemple, il y a les mariés et les célibataires. Voilà. Alors, comment instaurer le respect entre les mariés et les célibataires? Parce que souvent, certains abusent. Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qu'ils abusent? C'est-à-dire que quand on est collègue et qu'il y a un lot qui est marié, il y a un lot qui est célibataire, on est souvent aimable, c'est-à-dire qu'on est aimable, on rigole, après le travail, on sourit, on peut même prendre des pots et tout. Alors, est-ce qu'il y a un certain respect qu'il faut instaurer pour que certains n'abusent pas? Oui, en fait, tout est une question de personnalité profonde. Lorsqu'on a une personnalité profonde qui sait faire la part des choses clairement, on a des relations qui sont bornées et si on sent qu'on ne peut pas faire cela, il y a lieu de demander à ce que les responsables mettent justement notre préoccupation en place pour que effectivement ces dérives de manque de respect mutuel n'interviennent pas. Mais maintenant, lorsqu'on a la possibilité soi-même de parler à la personne qui vous manque de respect, il faut le faire en B2B. Alors, bon, j'ai remarqué qu'il y a telle situation qui se présente, mais le faire after work ou bien dans un moment où il y a la pause par exemple, où on peut effectivement échanger de manière tranquille avant de reprendre le travail. Il faut pouvoir parler à la personne. Je voudrais qu'on ait des relations de respect mutuel, je voudrais qu'on ait des relations apaisées, etc. Parce que bon, lorsqu'on est gentil, on a envie d'avoir de la gentillesse en retour. On dit clairement dans le monde professionnel, si vous aimez les gens vous aimeront. Et donc, à force d'aimer les gens finissent par vous aimer. Maintenant, si les gens ne vous aiment pas, expliquez-leur que vous méritez d'être aimé parce que vous avez telle valeur en vous qui permettent en tout cas de pouvoir aussi apporter ça aux autres dans la relation de travail. D'accord, mais est-ce que être aussi zen dans la tête au travail, être une personne très ouverte, être une personne très ouf, entre griffes... Ça, c'est une nature. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que certains encore viendront dire que telle personne ne se respecte pas ou tout simplement, à terre, cette personne est au hasard. Oui, en réalité, le jugement humain, il va toujours exister. Partout où vous serez. Si vous êtes sûr qu'à 90% vous faites bien votre travail, vos comportements et vos habitudes personnelles, bon, vous pouvez dire, OK, je vais voir comment me changer ou devenir meilleur. Mais si vous changez dans le fond, vous n'arriverez pas à être heureux dans le fond. Ce que vous pouvez faire, c'est d'adapter votre communication à ce type de personnes
qui ont besoin que vous ne leur apportez pas vos chaleurs humaines parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre avec des personnes chaleureuses, avec des personnes, je peux dire, envahissantes par leur bonne humeur. Ils ont l'habitude de vivre avec des gens rustres, avec des gens à la mine serrée, avec des gens qui font sérieux sans l'être forcément. Et bon, vous leur affichez cela puisque c'est des relations qui ne durent pas. C'est des moments précis où vous allez pour tel ou tel dossier, pour échanger ou bien au cours d'une réunion, chacun donne son avis. Ce n'est pas lourd à porter. Chacun fait bien son boulot et puis la vie avance. Il n'y a pas trop de choses, de soucis à se faire. D'accord, c'est bien noté, Madame Sinka. Il arrive aussi qu'on ne se comprenne pas sur le plan professionnel. Oui. Voilà, sur certains points du travail, on ne se comprend pas. Oui. Et quand on se sent tout le temps incompris ou incomprise, le manque de confiance s'installe. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, au niveau des conflits et des incompréhensions qui existent sur le plan du travail, ce sont des choses qui sont prévisibles. Partout où il y a des hommes qui vivent en interaction, il y a toujours des contradictions. Il ne faut pas avoir peur d'une contradiction. La contradiction, en fait, permet de voir que nous n'avons pas la même compréhension ou la même perception de la même réalité. Et ça, comme on n'a pas la même perception, la même compréhension de la même réalité, si on s'assoit et qu'on écoute l'autre et que l'autre nous écoute, on finit par comprendre qu'en réalité, c'est juste une incompréhension. On finit par se comprendre, on finit par mettre en fait un peu d'eau dans nos vins, entre griffes, pour se rapprocher, parce que la voie du juste milieu est toujours une voie de sagesse. Lorsqu'on est excentré et que l'autre est trop excentré, le dialogue va mettre du temps à s'instaurer. Mais si dans la structure, il y a par exemple une personnalité qui fait office peut-être d'appui psychosocial dans l'entreprise, comme certaines entreprises commencent à le faire au Burkina, ça crée en fait une possibilité d'avoir une zone tampon qui nous donne des conseils qui nous permettent de travailler efficacement et d'instaurer ce respect mutuel-là qui facilite en fait le dialogue constructif dans le travail. Mais ce sont des choses qui sont peut-être quelque peu des pratiques nouvelles sous nos cieux. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas de représentants psychosociaux pour venir effectivement en aide ponctuellement aux personnes qui en ont besoin. Beaucoup sont prêts à avoir peut-être un médecin à côté ou bien une infirmerie à côté dans leur service, mais ils n'y pensent pas à mettre en place une aide psychosociale pour rapidement remonter le moral des troupes et rapidement mettre les troupes au travail et leur donner la force d'avancer avec une bonne motivation, une bonne force de volonté qu'on partage avec eux. Mais ça s'acquiert avec l'expérience et le temps. D'accord. Alors, Madame Sinka, vu que nous sommes en train de parler de confiance professionnelle, comment retrouver la confiance d'un supérieur hiérarchique quand on l'a déçu auparavant? C'est-à-dire que le supérieur hiérarchique, il te faisait tellement confiance que tu l'as déçu par tes actes. Oui. Alors, comment retrouver cette confiance-là? Alors, ici, c'est pas simple. Parce qu'en réalité, lorsqu'on vous fait confiance, en général, la confiance n'exclut pas le contrôle. Comme je vous l'ai dit, le contrôle et l'évaluation font partie prenante de la stratégie de gestion des ressources humaines. Si effectivement, on laisse les gens libres à eux, et puis on leur fait confiance, et puis il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de recadrage, à un moment donné, les gens peuvent effectivement ne plus être en phase avec les réalités des valeurs humaines réelles de l'entreprise à un moment donné. Et si la confiance se casse, reconquérir le cœur d'une personne est une œuvre, en tout cas, c'est un travail véritable où la personne devra effectivement être encore plus à l'écoute de son responsable, être encore plus en mesure de taire ses élans personnels qui sont en contradiction avec l'élan général de l'entreprise, effectivement de respecter les normes et les règles et d'accepter de se faire évaluer au fil du temps et demander au patron, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe actuellement?
Alors, je suis en train de m'améliorer. Est-ce que vous êtes, au fil du temps, satisfait de mes prestations? Est-ce que vous pensez que ce que je fais maintenant, en tout cas, réconforte ou rassure pour le futur? À ce moment, il reconnaît le travail bien fait que vous êtes en train de faire maintenant pour Oui. lui faire plaisir et tout, et regagner sa confiance. Oui. Mais est-ce qu'au fond de lui, c'est sincère? Il ne fera plus jamais confiance, en fait. Oui, mais on ne peut pas aller dans le cœur des gens pour savoir s'ils font confiance ou pas. Notre bonne foi et notre bonne volonté de nous améliorer dans le travail fait office de foi. Mais maintenant, on ne peut pas sortir son cœur pour dire « j'ai vraiment confiance en vous, j'ai confiance à la qualité de nos relations de travail, je voudrais m'améliorer ». Mais on le dira, on le fera, et libre à l'autre d'apprécier ou de ne pas vraiment apprécier. Mais bon, en fait, ce sont des relations humaines. L'essentiel, c'est de bien faire tout simplement. En tout cas, lorsque quelqu'un fait constamment son travail très bien, toujours avec le même enthousiasme, malgré les discordances qui ont été vécues dans le passé, c'est une preuve de bonne foi et c'est une preuve de bonne volonté de s'améliorer. Et ça, beaucoup de patrons apprécieront. Ceux qui ne l'apprécieront pas, c'est ceux qui n'ont pas le sens de l'humain. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver qu'on ne fasse pas confiance à son supérieur hiérarchique et on veut lui en parler, mais on a peur de se faire licencier? Oui. Comment se comporter? En réalité, la relation de travail, en fait, c'est une relation de confiance basée sur votre expertise et non sur la personnalité individuelle de chacun. Effectivement, la personnalité va travailler à contribuer à ce qu'on ait les résultats. Mais notre propre personnalité, effectivement, si on la comprend, on peut effectivement interagir avec les autres qui nous comprennent. Mais tout dépend de la qualité de la communication. Et lorsqu'on a peur de quelqu'un, si on prend le courage de dire à la personne, est-ce que vous savez que j'ai peur de vous pour telle ou telle raison? C'est un courage qui manque à beaucoup. Et la personne, effectivement, pourra vous dire pourquoi elle se comporte comme ça. La personne a peur peut-être des abus. Parce que quelqu'un qui se comporte de manière très gentille, souvent subit aussi, chaque qualité a ses revers. Là, on ne parle pas d'un collègue, mais du boss. Oui, en fait, le boss est un humain avant tout. Et le boss, en fait, s'il vous effraie, si vous ne le lui dites pas, vous resterez toujours effrayé. Mais si vous le comprenez, pour savoir comment est-ce que on peut travailler de sorte à ce que dès que je vous vois, je n'ai pas peur. Parce que la peur fait quoi en nous, en conscience? La déstabilise. Peur, oui, c'est une émotion forte qui va vous déstabiliser, mais surtout qui va vous embrouiller. Vous n'aurez pas la lucidité voulue pour prendre des décisions de sagesse au moment où la peur s'exprime. Alors que dans le travail, c'est de cette lucidité dont on a besoin, de cette sérénité, de ce calme intérieur dont on a besoin pour pouvoir travailler et interagir efficacement. Donc, c'est vous le problème. Vous devez monter en conscience, peut-être déculpabiliser s'il y a lieu, essayer d'avoir, à ne pas vouloir vous substituer au patron, mais d'accomplir ce que vous devez accomplir au quotidien, mais très bien. En ce moment, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Il y a une relation partenariale d'échange de travail contre échange de bienfaisance et de salaire. Donc, c'est un travail véritable qui a besoin humainement d'être fait pour arriver à ne pas avoir peur. Et lorsqu'on a peur de son patron, ça veut dire qu'on doit travailler à une meilleure communication avec la personne, de telle sorte que cette paix-là puisse s'établir dans les relations humaines. C'est bien noté, Madame Sinka. Merci. Il y a aussi des cas où on arrive dans un service, on fait confiance à tout le monde très vite et après, on est déçu. Oui, lorsque vous êtes venu, c'est pour un travail. Est-ce que la confiance ne se construit pas avec les rapports et les relations qui se dessinent? Est-ce qu'on vient a priori avec confiance pour donner, partager la confiance aux gens?
ou bien on vient pour vivre une expérience professionnelle du donner et du recevoir. Tout dépend de notre approche. Donc, si nous venons avec l'intention de distribuer de la confiance aux gens sans qu'ils ne le méritent, ça veut dire que nous sommes quelque part naïfs. Et une personne naïve, effectivement, peut se retrouver à, effectivement, être de nature expansive et puis, finalement, se rendre compte qu'il vaut mieux choisir ses amis dans ce milieu et puis faire efficacement son travail. Mais bon, c'est Donc, quand on vient d'arriver, il ne faut pas faire vite confiance. Il faut d'abord regarder autour de soi, suivre le rythme, connaître les gens avant de donner sa confiance. La confiance se mérite avec le temps. Maintenant, on observe et puis on note, ah, telle personne a été gentille avec moi, c'est super. Ah, telle personne apparemment n'est pas contente. Bon, on regarde les choses de manière neutre ou positive. Maintenant, s'il y a des choses qui ne vont pas, on n'est pas, en fait, s'il n'y a pas de relation de travail stricte avec une personne peut-être qui est en incommodité avec nous, on peut continuer effectivement à échanger de telle sorte que la confiance se passe. Mais faire confiance sans preuve, ou en général, c'est en fait aller sur des préjugés et des a priori. Et lorsqu'on va sur des préjugés et des a priori, à ce moment-là, on récolte bien sûr l'incertitude. D'accord. Voilà. Mais Madame Sinka, comment faire cette différence entre les personnes vraies au service et les personnes sournoises? Parce que les personnes sournoises, elles vont t'approcher, voilà, le sourire, la gentillesse et tout, et ensuite te créer des soucis. Je pense que vous vous êtes focalisé peut-être sur les collègues. Il faut vous focaliser sur votre travail avec votre fiche de tâche et vos attributs dans le travail et puis vous y mettre. Parce que certains font tout pour avoir votre confiance et à la fin, vous détruire. Non, je ne pense pas qu'un humain puisse détruire un autre par manipulation. C'est vrai que dans certains services, il y a des personnes que les gens placent pour recueillir des informations. Mais ce sont des méthodes, en fait, qui n'aident pas, en fait, l'entreprise à avancer parce que ça va créer des ragots, des histoires de couloirs, des choses, des incertitudes, alors que, de manière concrète, est-ce que la personne travaille bien? Est-ce que la personne donne les résultats qu'on lui demande dans le boulot? Est-ce que la personne respecte sa parole donnée en affaires, dans le boulot? Ce sont ces évaluations-là qui sont importantes. Si la personne a un manquement, comment elle résout? Est-ce qu'elle va juste voir son supérieur? Ah, j'ai tel souci et j'aimerais m'améliorer sur tel aspect. Ou bien, laissez-moi essayer. Comme ça, je verrai si je peux effectivement avoir des résultats. Donc, la bonne volonté fait office, en fait, de foi. Et c'est cette bonne volonté qui fait office de foi qui mérite qu'on ait confiance en vous. Et les personnes altruistes, par exemple, ont du mal à se faire comprendre simplement parce que la personne a monté la barre humaine assez haute de telle sorte qu'elle est prête à accepter et à tolérer tout en continuant à bien faire son travail de telle sorte que, au fil du temps, les gens en viennent à comprendre que c'était la voie de sagesse. Avec le temps. D'accord. Madame Sinka, j'aimerais que vous interpellez ce soir ou donnez des conseils ce soir à ces travailleurs-là qui sont tout le temps focalisés sur les ragots de couloir. C'est-à-dire que dans un service, on choisit une personne, on l'indexe, fait attention à cette personne n'est pas digne de confiance et tout. On se méfie de la personne, on salit la personne et tout. C'est vrai, les ragots de couloir, on ne peut pas changer, mais qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là pour la bonne marche de l'entreprise même? Je pense que ce sont des attitudes qui sont tout à fait normales parce qu'on n'a pas atteint le même niveau de maturité. Maintenant, pour amener et pousser tout le monde à un niveau de maturité assez élevé, il est bon de faire des formations en interne, de développement personnel, qui aident les gens à prendre la sympathie dans le travail, à travailler de manière intrépide pour avoir des résultats. En ce moment, on n'aura même pas le temps de faire des ragots.
Puisque chacun est bon et chacun se donne à fond, on n'a pas le temps de faire des ragots. Il faut une intelligence sociale qui permette en fait de ne pas trop prendre au sérieux les ragots de couloir et les on-dit. Et de connaître les gens par eux-mêmes et par leurs actes. Parce qu'en général, quelqu'un qui parle peu, lorsque vous jugez la personne sur ses actes, ça vous donne des résultats concrets. Et c'est beaucoup plus simple ainsi. Il y a aussi le fait que les gens dans le milieu professionnel ont intérêt à travailler de manière sereine. De manière sereine pour qu'on ait la logique. Et quand on a la logique en lien avec les règles qui sont édictées dans le règlement intérieur, on est en phase avec l'entreprise et ses valeurs. En ce moment, on se donne et on a un esprit fort. Et l'esprit fort s'apprend. Il faut avoir un esprit fort. Il faut avoir un cœur aimant et il faut faire son travail avec vraiment le maximum de professionnalisme. Et tout cela, c'est des habitudes qui s'installent en nous. Il faut arriver à être simple. La simplicité, c'est quoi au être travail? simple, en réalité, c'est apprendre en fait à ne pas tenir compte des choses superflues qui gâtent en fait les relations de travail. Est-ce qu'il a bien fait son boulot? Est-ce que vous l'avez évalué, il est bon? Est-ce que sur le plan de son travail, tout va bien? Oui, oui et oui. D'accord, donc ce comportement-là, je pense qu'on peut le négliger. Donc ça permet en fait de voir que la personne simple ne tiendra pas compte des chichis qui entourent la relation de travail. Il faut être sincère. Je conseille qu'on soit vraiment sincère dans les relations de travail. Et lorsqu'il y a un problème, qu'on le discute en B2B, sans témoin, et qu'on ait un accord d'une manière de faire. Et puis maintenant, on repart jouer notre rôle au sein donc de l'entreprise en jouant notre partition dans la chaîne du travail. Il faut un esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice. Oui. Ce qui est difficile pour certains employés. C'est très important d'avoir un esprit de sacrifice. Lorsque vous voyez des employés, nous sommes en saison pluvieuse, qui se battent pour aller au boulot même lorsque la pluie les bat, c'est un esprit de sacrifice. Et pourtant, on tire la couverture quand il pleut. Oui, mais maintenant que nous sommes dans un pays où on ne peut pas empêcher qu'il pleuve, on est même content qu'il pleuve parce qu'on aura les agriculteurs dans leur corps de métier qui vont savourer cela et générer des ressources alimentaires pour nous. On a intérêt à ce qu'il pleuve. Donc, il y a un travail à faire. D'accord. Il faut un sens de l'écoute pour apprendre en tout cas à s'entraider dans le travail. Dernier mot, très rapidement, c'est fini l'émission. Le dernier mot, c'est de dire merci pour cette thématique qui est à cheval sur la gestion des ressources humaines et la communication d'entreprise. Et bien sûr, les aspects psychosociaux se sont invités dans le débat. Nous espérons que les uns et les autres ont tiré le meilleur parti sur l'ensemble des conseils que nous avons donnés et bonne application pratique de ce que nous avons dit. Alors, Madame Sinka, si on a besoin de vous, contact. Si on a besoin de moi, c'est 2 numéros, 70 25 86 93 ou 72 55 30 30. Merci beaucoup, Madame Sinka. Merci beaucoup. Mais voilà, chers téléspectateurs, on s'arrête là pour vivre ensemble. On se donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah, avec un autre thème. On vous dit merci pour l'écoute. On vous souhaite une très bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir et à mardi prochain.